Bueno, 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 bueno. Allez, tout le monde en place, là. Allez, dépêchez-vous. Allez, rapproche-toi. Pas trop près. Ah, magnifique. Tu es très jolie, hein? Tu es très jolie. Viens, rapproche-toi. Oui. C'est très jolie, la robe. Silenzio. Motor. Action. Bonsoir à tous, Télémémoire nous fera redécouvrir quelques archives de Canal C datant d'avril 2007, mais tout d'abord on se replonge dans l'époque avec la revue de presse. Avril 2007 fut très chaud, les fraises ont 15 jours d'avance à Ouépion. Les jardins d'Annevoie ouvrent in extremis pour accueillir les touristes, pendant que leur propriétaire connaît quelques soucis judiciaires en cause des travaux effectués sans permis. Le joli parc des Sources est également relifté par la ville de Namur. Le parc Fabiola reçoit les premiers enfants qui se pressent vers ses attractions. À Templou, les œufs tombent du ciel, déversés par des cloches motorisées. Les gens s'embrassent sur la place du théâtre, c'est l'opération câlin gratuit. On trouve des livres à tous les coins de rue, c'est le Book Crossing. Déjà 5000 se sont échappés du bookshop ouvert par Oxfam rue Bas de la Place. 100 000 scouts se rassemblent à Bruxelles pour le 100e anniversaire du mouvement. À Aiguezé, la jeunesse se pédale 12 heures durant au profit de la lutte contre le cancer, tandis qu'à Namur, d'autres jeunes pédalent pendant 3 jours, visitant au passage diverses institutions. C'est la Transnamuroise. Pas d'erreur, les gens sortent, c'est le printemps. Par contre, les pêcheurs sont priés de s'abstenir entre Charleroi et Andenne. Du cyanure a été détecté dans la Sambre et la Meuse. La vie politique ne s'arrête pas, bien sûr. On débat de la possibilité pour le Parlement wallon de s'installer au port du Bon-Dieu, près du pont de chemin de fer. Le projet de centre commercial à Assès, près de la Nationale 4, a du plomb dans l'aile, au plus grand bonheur des commerçants namurois. Monseigneur Léonard lâche quelques sentences qui ont le don d'enflammer le débat, mais il accepte de dialoguer avec ses opposants. Une figure quitte le palais de justice. Christian Panier ne sera plus le président du tribunal de première instance. Tout aussi médiatique, Anne Delvaux quitte la présentation du JT de la RTBF pour se lancer en politique. L'actualité économique et sociale est marquée par une grève des services de sécurité à Bruxelles Airport, ainsi que chez Opel à Anvers, où un plan de restructuration prévoit la perte de 400 emplois. Un collectif de médecins souhaite sérieusement que l'usage du GSM soit interdit aux moins de 16 ans. À Bruxelles s'ouvre le procès de plusieurs responsables du génocide rwandais de 94. Il sera très suivi car beaucoup d'interrogations demeurent sur ce douloureux événement. La diplomatie internationale essaie d'atténuer les tensions avec l'Iran qui poursuit son programme nucléaire. 15 Marines anglais capturés par Téhéran sont relâchés. L'Irak est toujours frappé de nombreux attentats et, fait plus rare, Al-Qaïda commet un acte terroriste à Alger, faisant plus de 30 morts et 200 blessés. En Turquie, on relève déjà des manifestations visant à défendre la laïcité de l'État, manifestations soutenues par des militaires. Jean-Pierre Bemba, l'opposant de Kabila aux élections congolaises, fuit au Portugal. Boris Eltsine, le premier président non communiste de la Russie, décède, et le deuxième tour des présidentielles françaises opposera Sarkozy à Ségolène Royal. Pour évoquer la politique et le vivre ensemble, Albert Jacquard est à Namur, au festival For Dignity, et 600 jeunes viennent écouter la conférence de ce sage. C'est réjouissant, comme de voir autant de passionnés se ruer sur les activités organisées par Archéopas, ou l'opération Ose la science qui fête ses 10 ans en réalisant 140 projets. Ils sont de plus en plus nombreux aussi à rejoindre la salle du Belvédère à la Citadelle qui devient le haut lieu du rock namurois. Nombreux aussi les amoureux de l'aquarelle qui se retrouvent à l'Arsenal pour le traditionnel salon. Et une info sportive pour conclure, les filles du basket de Saint-Servais remportaient pour la 15e fois le titre de championne de Belgique. À toutes les activités extérieures que nous avons déjà évoquées, on peut en ajouter d'autres. Par exemple, la réouverture du domaine de la Citadelle. C'est la première séquence du résumé du premier week-end de ce mois d'avril 2007. Il y a quelques années,
Le retour du printemps est un temps fort. Il marque le début de la saison touristique. L'occasion pour la ville de Namur d'emmener les premiers visiteurs à la découverte de la ville. Une visite inédite à bord du petit train, de quoi peut-être en perdre son latin, mais certainement pas son wallon, car à Floreffe, c'est de cette langue qu'il s'agit. Écrivains wallons et francophones se rencontrent afin de partager leur expérience. Vous avez beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui ? Je crois parce que ce sont deux mondes qui d'habitude se côtoient, mais ne se connaissent pas beaucoup. Les problèmes, certains sont identiques, d'autres sont différents. C'est intéressant de les mettre en présence. On parle beaucoup de crise, parfois du théâtre wallon, de manque d'inspiration, etc. C'est intéressant de voir ce qui se passait du côté francophone. Changement radical de style et d'auditoire, la 4e édition du Whisca Festival s'est déroulée à l'espace Lalou de Jambes. Plus de 400 personnes ont assisté à cette soirée dédiée au ska punk. Parallèlement, le festival se veut engagé. Les bénéfices seront partagés entre les 4 ONG présentes, des ONG pour qui les jeunes constituent une cible indispensable. C'est important pour vous de toucher cette tranche d'âge ? Oui, tout à fait, parce que je suis convaincu que je dirais que l'avenir appartient aux jeunes avant tout. Retour au calme à Aullois-sur-Viroin, où la population a été invitée à visiter la bergerie communale de Viroinville. Dans quelques jours, ces quelques 300 moutons partiront paître et ainsi entretenir les immenses pâturages de la région. Une autre réouverture remarquée, celle de l'aérodrome de Serfontaine. Après de longues tergiversations et beaucoup d'argent public investi, le site semble bien relancé en partenariat avec un privé, la famille Tillman, pleine de projets. Voici en images à bord d'un Robin la preuve que l'aérodrome de Serfontaine est enfin opérationnel. Cet avion français à bord duquel nous sommes est un des tout premiers à fouler la piste serfontainoise. Première impression du pilote. La piste est une très bonne piste, assez longue pour un 180 chevaux, des infrastructures formidables. Non, très bien. Et pourtant, cela faisait 2 ans que la piste serfontainoise n'avait plus été utilisée. Il faut dire que depuis sa création par la région wallonne, l'outil a connu quelques ratés au décollage. Le ministre des Transports, André Antoine, a repris les commandes du dossier en 2006 et entouré d'un comité d'experts, il a pu sélectionner un projet d'exploitation qu'il était tout heureux de présenter aujourd'hui. Bien, je constate tout simplement que l'argent investi par le public aujourd'hui est doublé par un investissement privé. C'est ça aussi le plan Marshall. Et avec le ministre-président Elio Di Rupo, nous le répétons souvent, le public crée le cadre, facilite, simplifie, mais c'est au privé qu'il appartient de réaliser des affaires. Et donc c'est ici le privé qui doit développer son activité, gagner de l'argent, mais aussi en faire gagner à la région en participant à l'essor économique que nous voulons susciter à travers le plan Marshall. Et ce privé, en l'occurrence la famille Tillman, ne manque pas d'ambition. Elle va développer les activités liées à l'aéronautique, première vocation du site. Elle va construire un village aéronautique, sorte de motel pour propriétaires d'avions. Elle va installer un circuit de conduite automobile et elle va développer l'événementiel. Ici va naître un nouveau pôle d'attrait touristique pour le site des Lacs de l'Odeur. Nous avons déjà eu plusieurs rencontres avec l'association des Lacs de l'Odeur, avec monsieur le maire Signé et son équipe. Bien entendu, l'objectif est de développer en synergie avec eux le plus grand nombre d'événements possibles en été, en pleine période touristique, c'est certain. On estime à 10 millions d'euros les investissements qui seront consentis par le privé pour compléter l'infrastructure. Le projet semble ambitieux et solide et en tout cas il réjouit les décideurs locaux et notamment le père de ce projet, l'ancien ministre des Transports Michel Lebrun, qui en avait posé la première pierre en 1999. L'enthousiasme est donc bien présent, mais l'avenir sera-t-il à la hauteur des espérances? On fait le point. Et 10 ans après la relance des activités de l'aérodrome, les affaires ont du mal à décoller. Et pour cause, les 3 grands projets de Graffiti Park, la société gestionnaire, ont subi les foudres des riverains. Des riverains qui ont constitué le CAL, le comité Air Libre, pour créer un front d'opposition. Excite donc le projet de circuit automobile. Le CAL a obtenu gain de cause en faisant valoir notamment la préservation à proximité du site Natura 2000. Excite aussi la piste en dur censée faciliter les atterrissages et décollages de différents types d'avions.
Par contre, le village aéronautique, lui, verra bien le jour. En tout cas, des autorisations ont été délivrées, mais rien n'est encore visible des 44 logements et du hangar commun. Comment se portent les finances de Gravity Park? Sur le site de la Banque nationale, le compte annuel de la société n'est pas très bon, l'entreprise n'est pas florissante. Une embellie tout de même, les baptêmes de l'air et les sauts en parachute, eux, ont le vent en poupe, si l'on peut dire. En 2007, un thème omniprésent dans l'actualité était la violence à l'école suite à l'agression d'un directeur à Dinan. De nombreux enseignants voulaient sensibiliser leurs élèves à cette problématique. Un exemple, approfondir. Finissons-en avec la violence. Plus qu'un message à faire passer, c'est avant tout un objectif que se sont fixés ces 170 élèves de l'école communale de Bois de Villers. Alors les filles, qu'est-ce que vous êtes venues faire ici sur la place? Pour dire qu'on fait la paix à l'école, pour plus se disputer, pour plus dire des gros mots, pour plus se chamailler, pour plus se faire des coups de pied. Toi, tu fais des coups de pied parfois? Non. Et pourtant, les cours de récréation sont très souvent le théâtre de conflits. Griffes, morsures, coups de pied, la panoplie est large. Il y en a beaucoup, tu trouves, de la violence? Ici, dans notre école, on a déjà eu un bras cassé, c'est la chose la plus pire qu'on a eue. Sinon, on n'a pas de choses tellement graves, mais dans le monde, il y a beaucoup de violence. Et comme on regarde, à l'école de Dinan, un directeur s'est fait poignarder. Les instituteurs ont également rejoint la ronde. Pour eux, il est important de parler de cette problématique dès le plus jeune âge, parce que dès la maternelle, les enfants sont confrontés à la violence. Les enseignants veulent donc à tout prix éviter une banalisation de ce phénomène. On en parle plus régulièrement quand même, parce que bon, les enfants voient beaucoup d'images, voient beaucoup de trucs assez agressifs. Et finalement, ça devient vraiment au quotidien et on ne se rend même plus compte que c'est important d'en parler. Donc régulièrement, on en parle, oui. On le sait, cette action est symbolique. La violence est un vaste sujet auquel on n'a toujours pas trouvé de solution miracle. Mais ici, on ose croire que cela servira tout de même à quelque chose. Pour les jeunes de Viroinval, c'est à Auschwitz qu'ils pouvaient aller se rendre compte de l'horreur de cette violence. Un projet mené par la commune, un voyage qui les marquera à vie. « 67 ans plus tard, franchir ces grilles, symbole bien réel des atrocités commises par le régime nazi, voilà le chemin initiatique emprunté ce week-end de Pâques par 40 jeunes issus des maisons de jeunes de Viroinval. Pendant une journée, ils ont écouté les explications sur les abominations dont ces camps furent le théâtre. Des chambres à gaz et des crématoriums. Les cheminées de deux crématoriums, on peut les voir sur cette photo. Vous allez voir la salle du jugement. Le verdict, c'était presque toujours la mort. Après l'exécution, c'est dans la cour. Nous allons entrer aussi après dans cette cour. On va s'approcher du mur d'exécution. Le couloir où on va marcher en sous-sol, c'est le lieu de ce premier test. Les gens restaient en agonie 2 jours. Les nazis testaient le gaz. Ils ne savaient pas combien de gaz utiliser. Ces cellules que vous allez voir en sous-sol, les plus petites, 1 mètre carré, c'était pour 4 personnes. Moment de recueillement devant le mur des fusillés où plusieurs milliers d'êtres humains ont été sacrifiés. Nel, Aurélien, Damien et les 37 autres ne seront plus les mêmes après cette journée. Moi, je trouve ça important d'aller visiter ça avec les jeunes. Même pour qu'ils se rendent compte de quoi l'homme est capable et tout ça. Je trouve ça que c'est vraiment important. Je ne savais plus quoi penser tout à l'heure. Je me dis, je suis là dans une chambre à gaz, il y a des gens qui ont été gazés. Qu'est-ce que je ressens, quoi? C'est fameusement impressionnant, quoi. Moi, ça m'a fait peur, quoi. Savoir que l'homme est capable de faire des trucs comme ça. Mais bon, maintenant, voilà, on le voit partout, quoi. Qu'on voit dans tous les pays, au moins une fois, il y a eu des génocides et des trucs comme ça. Donc, c'est je sais pas. L'homme est mauvais. Parfois, il peut devenir mauvais. Entre êtres humains, je sais pas, on devrait s'entendre et non tout le temps se taper dessus. Non, je trouve ça inadmissible. Et qu'est-ce qu'il faut faire, d'après toi? Bonne question.
déjà s'entendre, déjà se comprendre un petit peu, parler, quoi. Ces témoignages confortent les organisateurs de ce voyage, les 6 animateurs des maisons de jeunes, accompagnés par le bourgmestre Bruno Buchet. Je reprendrai volontiers à dessein une des citations qu'on a vues ce matin qui dit que qui ignore son passé est condamné à le revivre. Et donc je pense que les communes, les petits pouvoirs locaux, les associations de jeunesse en particulier ont un devoir de mémoire à accomplir et elles peuvent l'accomplir de différentes façons, notamment par des initiatives comme celle-ci qui consiste en la visite des camps de Auschwitz et Birkenau. Direction Sambreville à présent, où le centre d'insertion socio-professionnelle invitait tout le monde pour une balade à vélo. C'est à l'ISP, le centre d'insertion socio-professionnelle de Tamines, que les animateurs de cette radio locale ont installé leur matériel ce matin. Et pour cause, c'est ici qu'ont lieu les départs de 2 balades à vélo. Ça fait maintenant 4 ans qu'on organise chaque année, avec le CPS de Sambreville, la journée Tous à vélo, qui est en fait, le principe c'est que les bénéficiaires et les usagers du CPS, on les aide finalement à organiser cette journée vélo énorme. 9h, c'est l'heure des inscriptions, mais c'est aussi le moment de prendre des forces. Café et pâtisseries sont offerts à tous les participants. C'est la formation de traiteur qui va un petit peu travailler ici et il va se mettre en marche. Nous avons fait des galettes, nous avons fait des petits choux, une crème pâtissière et à midi on va faire un barbecue pour la journée vélo de Sambreville. Et si à court terme, l'objectif de cette journée est de permettre aux personnes fréquentant l'ISP de travailler à l'organisation d'un projet concret, c'est aussi l'occasion pour un large public de découvrir sa région à vélo et en famille. Bonjour madame. Je vois que vous êtes bien entourée et bien équipée surtout. Ah oui, en famille, tous ensemble en famille. Vous venez pourquoi? On va faire une petite balade en famille, tous ensemble. C'est la première année que vous venez? Moi oui, mais tout le groupe non. C'est la 3e fois. Et vous pensez quoi de cette initiative? C'est chouette, c'est sympa d'organiser justement toutes des activités pour les familles, c'est sympa. Et des enfants, il y en a, certains sont même très casse-cou. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas partir faire une grande balade? Oui. Tu sais combien de temps ça va durer? Non. T'aimes bien le vélo? Oui. Casque et gilet, les 350 participants sont fin prêts. Dernière petite vérification technique et puis à 10h30, c'est l'heure de partir pour 10 ou 24 km. On reste en bord de Sambre pour évoquer la traditionnelle cavalcade d'Auvelais. Le succès public est toujours là, même si certains esprits chagrins disent que c'était mieux avant. La cavalcade, comme son nom l'indique, est une succession de chars précédés par des chevaux. Et cette tradition, plus que centenaire, a évolué avec les années. La cavalcade, quand même, est partie depuis 1892, donc elle date. Et au début, c'était des cortèges de quartier, simplement. Et petit à petit, ça s'est épaissi avec un char d'un côté, des groupes de quartier, puis de plus loin, et pour finir avec des étrangers, quoi, de France, de Hollande. Dans le cortège, il y avait des chars provenant d'Auvelais et de ses environs, comme les échasseurs verts et rouges de Fosse-la-Ville, les Écossais sartois d'Auvelais et les fameux géants, Jean Le Porion, Marie Delpoté et leur fils Maxence. Ils représentent respectivement le souvenir de l'industrie houillère, de l'industrie verrière et les liens d'amitié entre Auvelais et la ville française de Pont-Sainte-Maxence. Et de France, il en était beaucoup question à la cavalcade, puisque cette année, un quart des groupes venaient de l'Hexagone. Les Fauvettes de Gemont, par exemple, mais aussi les Bleus Lions. Mais cette diversité ne semble pas plaire à tout le monde. Certains habitués regrettent le temps où les chars locaux étaient les seuls maîtres de la journée. Alors monsieur, la cavalcade en 3 mots pour vous, qu'est-ce que c'est? Oh, pas grand-chose cette année-ci. C'est-à-dire? On a vu beaucoup mieux déjà. Vous venez souvent? Tous les ans, j'habite Auvelais. Et pourquoi vous êtes un petit peu déçu?
pour ce que je vois là. Et ce regret est somme toute partagé par le comité officiel des fêtes d'Auvelais. Il n'y a pas que des chars d'Auvelais. Non. Ça, il y en a même trop peu, quoi. On voudrait faire avec des chars locaux, des groupes locaux. Hein. Mais ça, c'est plus possible. Et puis, c'est international. Hein. On est quand même en Europe maintenant pour quelque chose, donc il faut adapter, quoi. Il y a combien de chars locaux ? Ici, c'est presque tous, cette année-ci, c'est pas une grande cavalcade, mais elle est belle, mais c'est avec, il y a quelques Français et des groupes d'Auvelais. Et s'il se murmure que c'est par manque d'argent que la cavalcade a pris une autre tournure cette année, le vice-président du comité prône, lui, plutôt pour une diversification. Autre tradition à Namur cette fois, le défilé Folknam qui, comme son nom l'indique, met à l'honneur le riche folklore de la capitale wallonne. Comme chaque année depuis 1995, le 3e samedi d'avril est celui du folklore et des traditions dans le centre de Namur. Sur la place d'Armes, chants et danses folkloriques se succèdent durant toute l'après-midi, tandis que le cortège déambule depuis la place Maurice Servet. Dans le cortège, il y a les habitués, Sergent Benoît et Carême, les Bragards ou les Chevaux Godin par exemple. Mais il y a aussi de nouveaux venus comme les géants Achille et Marguerite de Lustin. Et nous fêtons cette année-ci le 40e anniversaire du jumelage, donc notre village wallon et Saint-Léger-sur-Deûne en Bourgogne. Voilà, alors les deux géants, c'est donc deux personnages, le monsieur, si je puis dire, bon, on l'appelle Achille, nous Chilou, c'est-à-dire il représente un personnage ancien de Lustin. Et Marguerite, donc c'est surtout bourguignonne, à Couche, donc un village à côté de Saint-Léger-sur-Deûne, il y a le château de Marguerite de Bourgogne. Donc voilà pourquoi nous l'avons appelé Marguerite. Ils sont mariés ? Ils sont mariés, tout à fait, et peut-être un petit enfant l'année prochaine. L'objectif de la SBL Folknam est de protéger et défendre le patrimoine traditionnel de la région namuroise, de le faire connaître, mais aussi d'aider à la restauration de groupements disparus. Et non loin de là défilait, figurez-vous, la Légion romaine, qui elle n'a rien à voir bien sûr avec le folklore namurois. C'était les journées de l'Antiquité, organisées par plusieurs écoles namuroises, un chouette projet. Je suis Sextus Pompeius Iustior. Iustior est un surnom qui veut dire parmi les plus justes de tous les hommes. Ce légionnaire romain de passage à Namur pour 48 heures a installé son campement sur le site de Saint-Fiacre, terrain de l'Institut Saint-Louis. Et à l'occasion de la journée de l'Antiquité, il guide les visiteurs dans un bivouac romain reconstitué à l'identique. Toujours à droite, vous avez la tente du centurion. On ne va pas le déranger, il est en train de se reposer et c'est un homme extrêmement irascible. Ici, vous avez une tente où dorment 8 hommes. C'est ce qu'on appelle un contubernium. Ce sont 8 hommes qui vivent dans l'armée toujours ensemble, jusqu'à leur mort. Dans les légions, il n'y a pas de cuisine volante, il n'y a pas de cantine. Et donc, ils se font la popote, ils mangent des légumes secs, les haricots et la pomme de terre n'existaient pas, donc ils mangeaient beaucoup de lentilles, beaucoup de pois chiches. Cette journée organisée par les professeurs de langues anciennes de l'Institut Saint-Louis et de l'Athénée royal François Bovès a pour objectif de permettre aux élèves et au public de découvrir différents aspects de la vie romaine. En fait, je suis professeure de latin et on essaie toujours de rendre vivantes ces langues qu'on appelle mortes. Et donc un jour, on a eu l'idée, enfin moi principalement, on a eu l'idée de créer donc une journée de l'Antiquité pour faire revivre cette Antiquité aux yeux de nos élèves. On a contacté donc la 8e Légion et tout s'est mis en place au fur et à mesure. On a contacté les musées qui ont réagi tous avec enthousiasme. Donc on a eu l'occasion de rencontrer différentes personnes et le projet s'est construit au fil du temps, suivant les rencontres qu'on a faites, suivant les musées, les réponses qu'on obtenait et qu'on a eu beaucoup d'enthousiasme. On s'est vraiment lancé dans un énorme projet pour aujourd'hui. Autour de cette grande pelouse, différents stands pour différentes activités. Ici, on fabrique des chaussures, on évoque les prémices de la monnaie et on tisse. Le système est de passer 4 fils dans chaque plaque et de les tourner au fur et à mesure. Les fils s'entremêlent, arrêtés par ce fil-là. Donc la façon dont on a disposé la couleur des fils permet de former un dessin. Ce qui nous permettait donc de faire des ceintures.
Mais cette grande journée de l'Antiquité, c'est aussi une grande journée de collaboration puisque différentes écoles se sont associées à ce projet. Donc on a une collaboration avec l'Athénée royal de Namur qui ont organisé une exposition pour nos élèves, qui ont participé aux ateliers hier avec nos élèves. On a eu une participation avec l'Institut Félicien Robs qui a décoré la salle pour le souper de ce soir et qui a créé l'affiche pour l'événement qu'on voit un peu partout en ville. Artisanat, cuisine et technique de combat, il y en a pour tous les goûts. Une journée qui se veut donc tant récréative qu'éducative. Avril sans une chasse aux œufs ne serait pas tout à fait avril et pour ce faire, on repart à Sambreville. Ils ont entre 0 et 8 ans et attendent impatiemment derrière ces barrières. Et si l'attente leur semble longue, c'est qu'ils sont tous venus chercher un objet très convoité. Des œufs en chocolat. Les œufs. Vous avez vu des œufs? Oui, derrière. Et oui, dans leur champ de mire, une pelouse bien verte, mais surtout bien garnie. 10 heures, le coup d'envoi est lancé et pour plus d'égalité, petits et grands sont répartis sur différentes pelouses. Moi, j'ai 4 ans, alors je dois aller 6 mois. J'ai 4 ans. Il y avait plus de 200 kilos répandus sur les 2 pelouses ici. Les enfants de 0 à 8 ans étaient invités à venir ramasser les œufs. Comme chaque année, les parents ont participé avec, mais bon. Est-ce que les parents ont ramassé les œufs ou bien ce n'était pas autorisé? Normalement, c'est pas autorisé, mais empêcher les parents de ramasser quand il y a 150 voire 200 enfants avec les parents qui sont accompagnés. Nous, on est 9 membres de comité à être présents, c'est pas évident. Maintenant, on essaie au minimum que les adultes ramassent et au maximum les enfants. C'est la première année que vous organisez cette manifestation? Non, ça va faire 8 ou 10 ans qu'on organise le ramassage des œufs. Et chaque année, ça a un succès énorme. 200 kilos pour 150 bambins, une chose est sûre, il y en a pour tout le monde. Qu'est-ce que tu cherches? Des jeux. Et tu en as déjà récolté beaucoup? Oui. Tu peux me montrer tout ce que t'as? Oui. Et tu comptes tout manger tout seul? Oui. Avec ma petite sœur. Récapitulons. Après une pluie de chocolat, les enfants ramassent ces œufs à valeur d'or. Ils les déposent dans leur sac ou dans leur panier. Et puis après, il ne leur reste plus qu'à les déballer pour finalement les manger. Coupé! Ah, magnifique, extraordinaire, tout est magnifique, vraiment. Et toi aussi, hein? Bien, bien. Toi, hein, bof, mais alors toi, extraordinaire, je tiens à te le dire, hein? Formidable. Alors on y va, c'est fini là, on dégage. Attends, tu fais quelque chose ce soir? Je ne sais pas si tu as une envie de carrière, de devenir une star, quelque chose. J'ai des petits trucs pour toi.